30 objectifs sont fixés et 90 actions programmées sur les 3 années à venir. Dans les serres municipales de Nancy, Laurent Hénard a dévoilé la feuille de route pour la transition écologique. Le cap est fixé, être d'ici 2030 un territoire exemplaire. Le but, c'est vraiment de changer profondément la façon de vivre des habitants. Je pense qu'à l'échelle d'une mairie, on peut changer en proposant aux personnes de bâtir, d'investir, de faire des travaux, de se déplacer autrement, de cultiver un peu plus la nature, d'en prendre soin, de l'encourager. Donc l'idée, c'est de dire oui à Nancy aussi. Voilà. Certaines villes sont parties avant nous, d'autres partiront après nous, à la rigueur, peu importe. Mais à Nancy aussi, on a la volonté de participer à cette transition écologique. Habitat, transport, déchets, énergie, tous les domaines sont concernés. Parmi les mesures, un îlot de fraîcheur va être créé par quartier. Ici, c'est la place de la Croix de Bourgogne qui va être réaménagée dans les prochaines semaines. Autre mesure, pour glisser de la nature en ville, des façades vont être végétalisées. Les travaux ont déjà démarré, comme ici, à proximité du port de Plaisance, ou sur cette façade, rue Pierre-Fourier, derrière la mairie. Partenaire de la ville, l'Université de Lorraine donne un cadrage scientifique aux propositions. Nancy devenant un laboratoire à ciel ouvert. Il y a des propositions qui sont là et qui vont faire de la ville aussi un laboratoire pour les chercheurs, ce qui est extrêmement important pour notamment des études sur le sol, la qualité de l'air, trouver les bons équilibres dans l'usage des ressources et respecter les objectifs globaux. Avec un certain nombre de contraintes, mais en étant aussi exigeant par rapport à ces objectifs, parce que j'ai bien vu mes collègues, ils ont un rôle de critique aussi. Pour enclencher cette transition écologique, la ville de Nancy va investir 15 millions d'euros sur 3 ans. Un projet qui, pour être complet, devra également sensibiliser l'ensemble des acteurs, particuliers comme professionnels. C'est une année judiciaire qui débute plutôt mal, si l'on en croit cette audience de rentrée au tribunal de grande instance d'Épinal ce mercredi. Avec des sièges vides et des toques esselés, les avocats et magistrats hors ceux du parquet ont brillé par leur absence pour dénoncer, après plusieurs manifestations une fois encore, la réforme de la justice en cours d'examen qui doit être adoptée le 13 février. Une réforme selon eux pour gérer la pénurie de moyens. Nous avons besoin d'une réforme d'un certain nombre de procédures. Nous avons besoin de recentrer le juge sur son office. Bien entendu qu'il y a des points positifs. Mais il n'en reste pas moins que globalement, elle vise quand même à économiser du temps de juge plutôt que de procéder à des recrutements et à éloigner le justiciable et donc peut-être à réduire le nombre de saisines, ce qui finalement n'est vraiment pas le but d'une réforme de la justice. La présidente du tribunal de grande instance, elle se veut plus nuancée, elle sera vigilante sur les moyens alloués et note au passage la vacance de 4 postes sur Épinal, ce qui n'empêche pas la baisse du stock des affaires vosgiennes en instance. Mais elle se félicite avec cette réforme de voir entrer la justice dans l'ère du numérique. La dématérialisation est un plus puisque c'est allé dans le sens de la société et des moyens dématérialisés utilisés maintenant par la plupart de nos concitoyens. Il y a évidemment un bémol auquel il faut rester extrêmement attentif, c'est la fracture numérique, puisqu'il est absolument hors de question de laisser sur le bord du chemin un certain nombre de justiciables qui n'auraient pas accès. Prévue dans la réforme, la fusion des tribunaux d'instance et de grande instance ne changerait rien sur le principe dans les Vosges. Et pour Claude Doyen, la justice de proximité, c'est aussi l'ouverture prochaine d'un point d'accès au droit à Vittel. Des effectifs au complet qui ne bougent pas, ce sont bien les réquisitions que souhaite voir perdurer le procureur pour ses services et qui juge positive dans cette réforme les alternatives à l'emprisonnement et notamment la fin des petites peines de prison inférieures ou égales à 1 mois. Effectivement, même si la Maison d'arrêt des Vosges ne connaît pas de surpopulation carcérale, le texte prend en compte une situation dramatique au plan national, puisque je crois que c'est 70 000 détenus pour 60 000 places, donc une surpopulation carcérale de 10 000 personnes. Et l'objectif est bien de favoriser toutes les alternatives à l'incarcération, qui sont déjà nombreuses. Le procureur qui a annoncé que le parquet d'Épinal et son quotidien ferait l'objet d'un documentaire du réalisateur Nicolas Moscara. Enfin, verdict côté chiffres, les Vosges en 2018 ont enregistré un peu plus de 13 400 crimes et délits, avec une baisse des faits en zone police et gendarmerie. La réunion devait débuter à 19 h, mais la salle Grasse-Gerd de Wittelsheim était pleine avant l'heure.
Dans le public, des citoyens inquiets, révoltés parfois, et des élus des communes alentours. En maître de cérémonie, le collectif des Stockamines, encore écœuré par la décision prise ce lundi. Nous sommes indignés, atterrés de cette décision unilatérale d'un ministre qui n'a jamais daigné entendre les associations et la population. Plus de 40 000 tonnes de déchets industriels contenant de l'arsenic, du cyanure ou encore de l'amiante resteront enfouis dans l'ancien site minier de Wittelsheim. Ce que le collectif dénonce, c'est le risque de pollution de la nappe phréatique. À leur côté hier soir, le maire de Wittelsheim, mais aussi 2 députés orinois, Raphaël Schellenberger et Bruno Fuchs, à l'origine d'un rapport parlementaire qui préconise un déstockage total des déchets. Je pense que maintenant, si on veut être entendu, si on veut que nos arguments soient entendus par le ministre et par son équipe, il faut que les élus locaux se mobilisent. Si le ministre voit qu'il y a une très grande cohésion et force collective qui s'organise sur le territoire, il va écouter. Mais c'est vrai que de Paris, on ne perçoit pas jusqu'à présent sur Stockamine une mobilisation extraordinaire. Le dossier est très grave et la mobilisation, pour l'instant, pour être entendue, est à mon avis encore insuffisante. Donc c'est ça qu'il faut arriver à générer dans les semaines qui viennent. Plusieurs propositions ont émergé du public hier pour tenter de faire revenir le ministère de l'écologie sur sa décision. Vous prenez une combinaison blanche, vous mettez des autocollants et vous allez au conseil municipal. Croyez-moi, ça sensibilise les gens. Voilà. D'autres suggestions ont été mises sur la table, comme installer une ZAD à l'abord de Stockamine, ou encore aller à la rencontre de François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire, qui doit se rendre prochainement dans le Haut-Rhin. On verra ce qu'on en fait, on a retenu les choses, mais ne croyez pas qu'on soit inactif. Là, on a fait circuler une lettre pour le ministre sous forme de pétition et puis on continuera. Quoi qu'il en soit, pour Raphaël Schellenberger, la mobilisation doit être totale car le temps presse. Si on ne commence pas rapidement le processus pour poursuivre le déstockage, on ne pourra plus techniquement le faire en assurant, et je crois qu'il faut qu'on en soit conscient aussi, des conditions de sécurité des travailleurs qui sont au fond. Parce qu'on travaille dans une mine à 500 mètres sous le niveau du sol, c'est des conditions difficiles. Et si on n'attaque pas rapidement le travail de déstockage, on sait qu'on ne pourra plus le faire parce que les galeries se referment. Le rapport du Bureau de recherche géologique et minière sur lequel s'est basé le ministère pour prendre sa décision indique que le déstockage des déchets est possible mais complexe et onéreux. Enlever les déchets coûterait entre 250 et 400 millions d'euros, les confiner environ 80 millions. Ils étaient particulièrement chauds ce dimanche. 1300 courageux ont participé à la 9e édition du Trail Blanc des Vosges. On est bien là, on est bien, on est chaud. En trail, on est habitué à des conditions un peu exceptionnelles, soit dans le chaud, soit des orages, soit de la pluie. Aujourd'hui, c'est la neige. Bon, c'est un trail blanc, donc vaut mieux la neige que la pluie, quoi. L'objectif, c'est se retrouver avec les copains, une bonne bouffe la veille et décrasser ce matin. Et courir dans la neige, c'est surtout dépasser les limites, quoi. Là, maintenant, tout de suite, on ne sait pas pourquoi on est là. On aurait peut-être mieux fait de rester devant le feu. Terminer sans se blesser. Voilà, terminer en se faisant plaisir et la soupe de l'arrivée surtout. Athlètes chevronnés, coureurs réguliers ou amateurs ont donc bravé le vent glacial et les pentes enneigées de la station de Rouge-Gazon à Saint-Maurice-sur-Moselle. Après l'euphorie du départ, place au premier moment de douleur, un effort rendu encore plus difficile par une neige très glissante et imprévisible. Sur ces 16 km 500 de course, il fallait rester sur ses gardes pour éviter la chute, notamment dans la périlleuse ascension de la piste rouge, pas facile pour tous les coureurs, mais la bonne humeur était au rendez-vous. Il y a juste la piste rouge là, qui est juste là, qui nous a bien tué au 5e kilomètre. Au 6e, on en reprend une molle montée, et puis à la fin, c'est bon, ça déroule. Mais ouais, on a bien chié quoi. Et surtout que Loïc me dépasse juste à la fin, donc mais bon. L'esprit de compétition qui demeure, mais n'est pas l'essentiel ici, témoin le grand sourire à l'arrivée du vainqueur, le Vosgien Benjamin Paulin, qui a franchi la ligne avec plus de 4 minutes d'avance sur ses poursuivants. C'est toujours sympa de courir dans la neige, dans ce paysage là, c'est quand même assez magnifique. Surtout qu'il y a des endroits où on avait vraiment des belles vues. On avait la neige sur les sapins, enfin c'était les moments où on n'avait pas la grêle dans les yeux, on pouvait prendre vraiment plaisir. Donc ça c'était super, le parcours en plus est top, c'est varié, il y a de la piste, donc il y a du dur, il y a du plus roulant où on peut courir, il y a des endroits où il y a beaucoup de neige, c'est très varié, c'est très sympa.
Performance sportive pour les uns, expérience humaine pour d'autres, ce trail blanc joue sur les deux tableaux, c'est ce qui fait son succès chaque année, quelles que soient les conditions météo. Pour Grax, l'heure de la retraite a sonné. Ce chien de patrouille de 7 ans a servi au sein de la brigade cynotechnique de Troyes. La police nationale de l'Aube lui cherche désormais un maître. La première des conditions, c'est d'avoir des bonnes connaissances en éthologie canine. Ensuite, il faut qu'il soit passionné. C'est des chiens qui sont quand même assez dominants, qui sont des leaders. Donc il faut que les gens aient bien conscience qu'on ne le traite pas comme un chien soumis de maison, gentil. Lui, s'il peut prendre la place de chef, il prendra la place de chef. S'il peut se mettre sur la banquette, il estimera qu'il est chef et il décidera du programme télé le soir. Grax a passé 6 ans au sein de la police. Son conducteur ne peut pas le récupérer. Une annonce a donc été postée sur les réseaux sociaux pour lui trouver une nouvelle famille. Pendant 6 ans, il a patrouillé avec. En plus, c'est un très bon chien de voie publique. Il est excellent, il est silencieux quand il faut être silencieux, il est efficace quand il faut être efficace. Il tombe très bien. Donc le collègue, voir partir son collègue à 4 pattes, c'est pas un plaisir. 4 chiens en tout composent cette unité canine. Ils sont encadrés par 2 maîtres chacun. On a plusieurs spécialités avec les chiens. Il y a la recherche, c'est ce que je fais avec ma collègue. Donc nous on travaille au stade de l'enquête. On recherche les stupéfiants, les billets de banque. Et il y a des fonctionnaires qui eux sont à la patrouille. Donc là ils sont au stade de l'intervention de police. Donc ils ont des chiens qui sont spécialisés dans le mordant. L'animal reste en service jusqu'à ses 8 ans environ et le plus souvent il répond au même conducteur cynotechnicien tout au long de sa carrière. Pour la recherche, c'est des duos qui fonctionnent du début jusqu'à la fin de carrière du chien. Pour la patrouille, on essaye de faire en sorte que le couple, le binôme reste le plus longtemps possible ensemble. Il faut au moins 1 an avant que les bonnes habitudes soient prises, qu'il y ait une bonne communication entre les deux, qu'il y ait un bon feeling. Donc à chaque fois, c'est traumatisant pour le chien. Et puis c'est non productif pour la voie publique, donc autant faire en sorte que le chien reste dans son environnement stable avec ses maîtres. Depuis 2 ans et demi, Christophe et sa collègue travaillent avec Gucci. Chaque jour, ils s'occupent de l'entretien des box et de l'entraînement du chien. Quand il n'y a pas de perquisition, il faut maintenir cette appétence au jeu. Donc on fait des entraînements, ça nous permet de régler techniquement les petits détails, et en même temps, il est récompensé à la fin. On lui fait aussi son programme d'obéissance. Et à la fin, il joue avec une balle. Tout est récompensé par le jeu. Quant à Grax, il rejoindra bientôt sa nouvelle famille. La police nationale a reçu beaucoup de candidatures et les étudie. C'est bien bonhomme.